Bonjour à tous. Bonjour à tous. On a le plaisir, La chance d'avoir pu faire un très beau voyage sur l'Islande. On veut vous faire partager, découvrir cette destination qui est incroyable. Et on vous invite à passer un petit moment avec nous pour voir cette vidéo et surtout pour vous donner envie de venir partager ces 6 jours avec nous en Islande. Donc, sur le produit qu'on est en train de vous concocter avec le Carré des As, c'est 3 jours de roulage RZR et 3 jours de découverte en bus aménagé de l'Islande. Dans ces 3 journées de RZR, il n'y a pas de difficulté. Voilà, ça sera vraiment ouvert à tout le monde. Tout le monde pourra conduire le RZR, tout le monde sera apte à conduire le RZR parce que les pistes sont très très belles. On a fait vraiment, on a fait des passages incroyables avec des kilomètres et des kilomètres de belles pistes. C'est magnifique, passe de glaciers, sur des pistes noires, sur des bords de mer, des falaises, c'est incroyable et on se sent bienvenu. En plus, on est bien accueillis, c'est vraiment chouette. Ouais. Le deuxième jour, on a pris les RZR en main. Donc les RZR, c'est RZR 1000. Donc nous, on a eu un RZR 2 places et ils ont du 2 places et du 4 places. C'est du RZR 1000 récent. On va commencer la découverte et là, on est à 30 km de Reykjavik, la capitale. On est chez Buggy Iceland, le spécialiste du RZR en Islande. Et là, on est parti. Ils nous ont bien habillés, donc les combinaisons sont fournies, les casques, les gants, des vraies combinaisons d'hiver. Hein, c'est de la vraie belle combinaison. Même si nous, on a eu de la chance de ne pas avoir de mauvais temps, on est très bien équipés. On va vous emmener à la découverte de volcans et des choses que vous pourrez aussi voir sur les vidéos et surtout avec des pistes où vous allez croiser personne. Et quand on dit personne, c'est personne. Ouais, seul au monde, c'est incroyable. Vous allez voir sur les images, paysages désertiques, des coulées de lave. La première coulée de lave qu'on a vue, d'ailleurs, on s'est demandé ce que c'était, qui nous barrait le chemin. C'était incroyable. Ouais. Une coulée de lave qui était haute comme un immeuble, face à nous. Ça, c'est une coulée de lave. Donc, il y a vraiment une mer de rochers de 10-15 mètres de haut. Il faut savoir que ces coulées de lave restent chaudes pendant des centaines d'années. Donc on est sur des coulées de lave aujourd'hui qui sont gigantesques. Et quand on les voit la première fois, je pense que nous, ça nous a arrêtés, mais en même temps. C'est-à-dire qu'on se demandait ce qui nous barrait la route. C'est incroyable. Et on a tout de suite compris que c'était une coulée de lave. Et moi, je suis allé toucher les cailloux pour voir si les cailloux étaient encore chauds. Alors que la coulée de lave, c'était de 2011, celle-là. Ouais. C'était une coulée de lave de 2011, mais c'est vraiment... c'est incroyable. On l'imagine, mais on s'en rend compte que quand on le voit. Je pensais faire un barbecue. Voilà, c'est... On voit que c'est pas du rocher, quoi. On voit que c'est frais en plus. Ça fait 2 heures qu'on roule et franchement, il n'y a personne à perte de vue, quoi. Mais à perte de vue. C'est vraiment un truc qui... Ça fout les jetons parce qu'en mouvement, ça doit être... Le bruit de la... Il doit y avoir un bruit de dingue. Le bruit de la pierre qui craque comme ça, on la voit là. On voit bien la coulée, on voit les rochers doivent se déchirer, ça doit être incroyable au niveau du bruit. Et après, ce calme dingue. Il n'y a personne. Il n'y a pas un bruit. Pas un avion dans le ciel, il n'y a rien, je sais rien. Allez, à tout à l'heure. Sensation de liberté. Wouhou! Allez au bout du monde!
on a quitté la zone volcan éclat, on se retrouve dans la vallée de Pchorta. Alors c'est magnifique avec beaucoup de cascades, une petite vallée verdoyante, bien qu'on retrouve encore des champs de lave. Et là on est devant une petite cascade qui s'appelle Jafar Foss, avec deux belles rivières qui finissent et qui se rejoignent dans des colonnes en basalte. C'est vraiment sympa et on a un beau temps formidable. Alors si on continue le chemin, on arrive sur un petit village viking qui s'appelle Stong avec des habitations qui datent du Xe siècle. Et puis des grandes chutes d'eau à Eiffos, 128 mètres de chute d'eau. Alors malheureusement le temps, comme vous pouvez le constater, ne va pas nous permettre avec le RZR d'aller jusque là. On va plutôt aller de l'autre côté au sud. On va retrouver le soleil et on va en même temps rencontrer Frédéric, notre guide pour les amis de l'association Jean-Baptiste Charcot. On se retrouve demain. Bon, pourquoi ce voyage en Islande? On est parti à la découverte, on pense, d'un très beau pays et surtout quelque chose qu'on a vu nulle part ailleurs en fait. On l'imaginait comme ça et c'est ce qu'on a eu à la sortie de l'aéroport tout de suite. C'est un dépaysement total. C'est une petite île qui fait 300 km par 500. Et en fait, elle est pleine de différents paysages, de différents décors. On passe du tout noir au vert, au bleu. C'est une terre d'aventure. Et avec l'agence de voyage Le Carré des As, on s'est dit il est temps d'ouvrir cette destination parce que c'est une terre d'aventure qui est adaptée à nos petits véhicules RZR Polaris, légers, maniables, avec une motricité de dingue qui passe partout sur cette île. Cheveux au vent, on a l'impression de conquérir l'île. Et on avait la chance de connaître Anne Manipou-Charcot, l'arrière-petite-fille de Jean-Baptiste, de rouler sur les traces de ce grand aventurier qui a cartographié l'Islande, qui a fait plein de prélèvements. Il y a un musée qui a été mis en place en Islande, vous allez le découvrir dans le film. On a rencontré Frédéric Rafson qui a monté ce musée en Islande avec l'association des Amis de Jean-Baptiste Charcot. On continue notre périple en Islande. Aujourd'hui, on va rencontrer Frédéric Hafenson. Frédéric, c'est un écrivain, un homme de radio en Islande, un universitaire. Alors c'est quelqu'un d'important en Islande, il est surtout guide, conférencier et il va nous conduire jusqu'au musée de l'association Les Amis de Jean-Baptiste Charcot. Donc c'est un personnage important pour l'Islande et Frédéric anime tout cela et ainsi que l'association en Islande en relation avec la famille Charcot à Paris. On se retrouve au musée de Jean-Baptiste Charcot qui était un explorateur français qui est décédé lors d'un naufrage en Islande alors qu'il avait fait des recherches et qu'il était venu 40 fois en Islande. Grand explorateur, le fils du médecin qui a découvert la maladie de Charcot, lui-même médecin également mais explorateur. Il a cartographié les côtes islandaises, il a fait des centaines et des centaines de prélèvements. Ces prélèvements servent aujourd'hui au Muséum national d'histoire naturelle à Paris pour la recherche contre les effets de l'humanité sur le climat. Donc ce petit musée, il est à 7 km de l'aéroport de Reykjavik, Keflavik. Il est ouvert pendant la période estivale, tous les jours. Donc n'hésitez pas, quand vous arrivez à l'aéroport, à venir visiter ce petit bijou de musée qui n'est pas très connu, mais qui est vraiment très intéressant et qui retrace les explorations, la navigation de Jean-Baptiste Charcot, avec un petit film, avec beaucoup d'images, beaucoup d'objets personnels. La visite se fait sans guide, il faut compter à peu près 3/4 d'heure pour visiter le musée, qui est mitoyen du centre de recherche en biologie marine, avec également des expositions assez intéressantes. Alors c'est petit, et c'est très intéressant, d'autant que vous avez des scientifiques qui arrivent de la planète entière pour étudier les fonds marins, la pollution des fonds marins. Alors c'est vraiment intéressant et on a des rencontres exceptionnelles. Quand on est arrivé en Islande, on a fait une partie donc en RZR, vous allez découvrir. On a aussi fait une partie de découverte de l'Islande avec quelqu'un qu'on a rencontré sur les réseaux sociaux avant de partir. C'est A.L. Kernalek, c'est un Français, il est breton. Il s'est installé il y a 4 ans en Islande avec sa compagne qui est devenue ranger. Et c'est avec lui donc qu'on a fait notre périple en 4x4. Allez, ben là on va continuer notre périple. À partir d'aujourd'hui, on va découvrir A.L. Il est photographe animalier. Il va nous faire partager son amour de l'Islande et de ce beau pays. Alors on le suit et on vous invite. On est actuellement sur la péninsule de Snaefellsnes. Non,
Snæfellsnes. Snæfellsnes. Ça va. Voilà, donc c'est un des parcs naturels de l'Islande, entre volcans, mer, cascades. On a beaucoup de choses à découvrir avec Ael. On te laisse te présenter, Ael. Merci, je te remercie effectivement. Donc Ael Karamarek, moi ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je vis ici, mais 10 ans d'expérimentation du pays, d'exploration, de visite et l'envie depuis qu'on est installé de faire découvrir le pays. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va passer ces quelques jours ensemble et aujourd'hui effectivement présenter une des péninsules, celle de Snæfellsnes en l'occurrence, où l'on retrouve effectivement ce glacier, ces volcans, ce décor qui peut perturber un peu, qui peut dérouter parce que assez unique, assez original, qui fait partie d'une des richesses de l'Islande effectivement. Donc ça, on verra demain plus dans la région de Vik, la région où on va pouvoir découvrir des macareux probablement, on espère. Effectivement, ils devraient être encore là. En tout cas, ils étaient là hier. Voilà. Demander de patienter encore un jour ou deux, parce qu'effectivement, alors selon le type de terrain, d'habitat, on va trouver énormément d'espèces d'oiseaux marins, mais les macareux particulièrement seront sur des colonies bien spécifiques et ce milieu qui est assez restreint au final sur la pointe sud de l'île, puisque on a essentiellement des plages de sable noir sur des centaines de kilomètres, littéralement. La pointe de l'île sud, donc au niveau de Vik, offre des falaises qui sont un terrain propice donc à la nidification de cet oiseau emblématique du pays, le macareux moine, qui devrait rester là encore pour nous attendre patiemment. Parfait. Alors sur la route qui nous mène à Vik, Ael a fait un stop et là on se retrouve sur un glacier, un volcan, un glacier. On est où en fait, Ael? Un peu des deux. En fait, on est sur la langue glaciaire qui s'appelle Sollemajökull. C'est une des langues glaciaires qui se déverse sur les flancs de ce volcan qui s'appelle Katla, le volcan de la côte sud qui se retrouve justement à surplomber la petite ville de Vik que l'on ira voir tout à l'heure. Et effectivement, c'est un glacier, un volcan. Là, c'est une langue glaciaire, mais on voit de toute évidence que c'est recouvert de cendres, ces cendres volcaniques issues d'une des éruptions passées de ce volcan Katla, un volcan très dangereux, toujours au repos. Donc j'espère qu'il va rester encore quelques jours au calme, qu'on puisse aller voir ça de plus près. On patiente avec un peu d'inquiétude quand même, parce qu'on sait que ça va être un événement majeur, justement ce choc entre un volcan, une éruption volcanique et ce volume de glace. Là, on n'en voit qu'une petite partie, c'est déjà majestueux, c'est déjà impressionnant, mais au sommet du volcan, on a 600 ou 700 mètres d'épaisseur de glace qui domine la caldeira de Katla. Donc ça représente des volumes de glace qui vont brutalement se transformer en vapeur, en eau liquide, et qui vont pouvoir remodeler le paysage dans des proportions qu'on va les découvrir tout à l'heure. Vous verrez, c'est impressionnant. Déjà là, on en prend plein les yeux et les amateurs de photos sont au paradis. C'est vraiment chouette. Là, c'est qu'on peut passer derrière, c'est exceptionnel, par contre on fouille. C'est l'aventure, Skojaline et Foss, ça c'est à pas louper. Par contre, poncho, pas de lunettes et les appareils photo sous les doudounes.
les endroits emblématiques, toi, qu'est-ce que tu retiens, toi? Il y a tellement de choses. Alors, il y a déjà tous les points de vue, tous ces endroits surprises qu'on a découverts au détour d'un virage, au détour d'une falaise, au paysage où il y a toutes ces cascades, où on arrive, où d'un seul coup s'ouvre à nous une faille béante avec 3, 4, 5 chutes d'eau incroyables, de la végétation incroyable. Et des petits endroits comme ça, on va retrouver disséminés un petit peu de partout, plutôt quand même dans le sud, toute la partie Reykjavik, la partie où le volcan est en train de rentrer en éruption. Donc, ça, c'est le sud-ouest. C'est le sud-ouest, et puis jusqu'à la partie sud de l'Islande. Ça, c'est la partie, on va dire, que nous, on a découverte et qui est très sauvage et puis, surprenante. Très surprenante. Donc le geyser, on a découvert en fait l'origine du mot, le geyser. Moi, je savais pas du tout que c'était d'une origine islandaise. Et en fait, c'est le cas. Et c'est un geyser, c'est vraiment un geyser que ça s'est créé, quoi. Donc ce sont ces amalgames d'eau qui surgissent comme ça. Enfin, c'est surprenant. Des explosions qui arrivent du sol, et on se rend compte à ce moment-là de l'incroyable force quand il y a un volcan qui rentre en mouvement, parce que ça, c'est tout petit. Ce qu'il faut bien penser, c'est qu'on a du mal à imaginer en fait ce qu'est un... On est sur une terre vivante. On est sur quelque chose de vivant. On se retrouve à Geysir, donc c'est geyser. C'est parfait, non, Geysir. Très bien. Voilà, donc vous venez de voir un geyser. L'origine du nom arrive justement de ça, à elle? Oui, tout à fait. Oui, non, en islandais, ça peut se traduire par celui qui jaillit. Donc c'est juste du descriptif en fait de ce qu'on vient de voir. Voilà. Lui, il s'appelle pas Geysir, il s'appelle Strokkur. Geysir, son voisin, son cousin, il est un petit peu au repos, mais juste à côté sur le même champ géothermique ici. Et donc Strokkur là qui est actif toutes les 3, 4, 5 minutes. On a vu, il y a eu des petits, là il y a un plus grand. Ça dépend un peu de son humeur, mais en moyenne, entre 4 et 10 minutes, on est sûr de voir quelque chose se passer là. Voilà. Donc c'est de l'eau. C'est juste de l'eau qui descend à 25 mètres sous nos pieds, juste là, qui vient au contact des roches qui sont à 125, 127 degrés. Et donc forcément, ça monte en température. À un moment, on a envie d'aller prendre un petit peu l'air. Donc dans cette colonne là, cette espèce de conduit qui remonte à la verticale, la vapeur va se former et ça va expulser tout ce panache qu'on a eu monter dans le ciel comme ça. Voilà, qui donne ce spectacle formidable. Quand on voit de l'eau chaude sortir comme ça de la terre, c'est bouillonne, toute cette eau bouillonnante qu'on a de partout, c'est même les endroits où là, ça sentait fort aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi, ils croient beaucoup dans les elfes, un peu comme les animistes en Indonésie, où la moindre petite fourmi a son importance, parce que effectivement dans la chaîne des mammifères, la chaîne des animaux, des minéraux, du végétal, tout le monde a sa place, tout le monde a un rôle, on se tient tous. C'est vraiment, tout est important, on respecte. D'ailleurs, il y a un serment islandais que vous allez découvrir, qui était important, parce que c'est un pays qui se respecte. Quand on y va, on fait attention à tout. Et puis en même temps, on en prend plein la pomme, des éléments. Donc, on a pu découvrir aussi approcher les vrais volcans en activité. Approcher des volcans, j'ai fait des survols avec le drone, des paysages inconnus. On a marché, mais là, pour le coup, une journée, on a fait 21 km quand même à pied. Mais là, par contre, on voulait vraiment voir la dernière éruption. Donc là, c'était vraiment pour voir cette dernière éruption. On aurait aimé voir la lave couler, parce que moi, je suis de ceux qui croyaient qu'on n'approchait pas un volcan à 200 mètres, c'est-à-dire qu'en gros, c'était tellement chaud. Et en fait, non. Les volcans, ils les approchent de très très près. C'est-à-dire que la lave, elle coule, mais eux, ils se mettent à côté. Mais il faut être accompagné par contre. Il faut être accompagné parce qu'il y a... On se déclenche, il y a beaucoup de procédures. D'ailleurs, il y a plein de trucs mis en place pour la sécurité, c'est vachement bien fait. Là, le volcan ne coulait plus et nous ont arrêtés. On a fait 10 km, un peu plus de 10 km à pied pour aller où le volcan était en éruption. Alors là, on est sur le cratère numéro 5. Oui, là c'est le cratère numéro 5, c'est le grand qui est juste derrière nous. Donc ça c'est la première éruption qui s'est étalée sur 6 mois, entre mars et septembre 2021. Là, donc on est dans Geldingadalir. Le volcan, c'est la zone de Fagradalsfjall ici. C'est le principe des fissures éruptives ici, donc c'est le sol qui va s'ouvrir sur une ligne droite, sur plusieurs centaines de mètres. Et on va avoir plusieurs points d'émission de la lave qui vont... chaque petit point va former un cratère.
celui qui est sur la gauche là-bas était un petit peu en surplomb, donc il a surnagé, on va dire. Oui. Mais tous les autres se sont retrouvés noyés par ce numéro 5 là, qui a grandi, qui a concentré toute l'émission de lave au point de générer toute l'espèce de lac de lave. Voilà, c'est vraiment une mer. Il y a eu également des projections jusqu'à 400 mètres de hauteur. Ouais, on avait des fontaines de lave que l'on a pu approcher. On a pu approcher, on était à quelques centaines de mètres. Hein. Les premières semaines, on était tout proche, puisque forcément, en contrebas, là, on était dans une vallée qui s'est remplie au fur et à mesure, donc ça nous a éloignés du point d'émission. Mais même ici, il faut se dire qu'on a 30 km de Reykjavik, hein, de la capitale, et depuis Reykjavik, on voyait ces panaches de lave dans le ciel largement. Oui. Là, on voit encore de la fumée quand même. Hein. Il y a ça va continuer avec une épaisseur pareille de lave en train de refroidir. Ça va prendre des dizaines d'années, peut-être une centaine d'années avant de refroidir complètement à cœur. Là, si on creuse 10, 20, 30 mètres sous la surface, on a peut-être encore 200, 300, 400 degrés. Et donc, cette croûte qu'on a devant nous, là, à la surface, c'est un très bon isolant qui va faire qu'à cœur, ça va prendre peut-être un siècle avant de refroidir complètement. Donc, ça va continuer à fumer un petit bout de temps. D'accord. Pas de souci. Et bien voilà, on est arrivé sur le spot qu'on espérait, qu'on attendait et qui s'est fait, qu'il fallait mériter, parce qu'on a marché quand même pas mal de temps. On a fait 10 km, on va redescendre 10 km, mais vraiment là, ça y est, on est sur le site de l'éruption de cet été. Mais on est au plus près du cœur de l'activité, de l'animation. Alors oui, c'est plus calme maintenant, parce qu'effectivement, ça s'est interrompu après 4 semaines d'activité sur le mois de juillet et tout début août. Mais on voit à quel point c'est de toute façon encore fumant, c'est chaud, on voit les vapeurs et la chaleur qui se dégage de tout ça. Et ça va mettre effectivement des années concrètement à continuer à se refroidir tranquillement. Mais... Au pied de cette montagne là qui est conique, on dit conique. Oui, conique, c'est bien, pyramidal. Pyramidal, et bien on aperçoit la capitale, l'agglomération de Reykjavik. Donc c'est vrai que c'est pas très loin et que ça pourrait, l'éruption pourrait se rapprocher de la capitale. Là, il pourrait y avoir un risque. Ben on est à 30 km à vol d'oiseau, mais avant la capitale, déjà, il y a des infrastructures comme la route qui va de l'aéroport à la capitale. Donc ça pourrait être la première vraie problématique si les coulées de lave, justement, commencent depuis la montagne qui est derrière, la Keilir. C'est en pente douce vers la côte nord de cette péninsule, et si ça se déverse par là, il n'y a pas vraiment moyen d'arrêter tout ça, il n'y a pas vraiment moyen de stopper, donc il va falloir prévoir un peu la suite, on verra. Voilà, enfin, magnifique site. On a fait 20 km à pied dans la journée, mais dans des paysages incroyables. En fait, c'est incroyable. 20 km à pied aujourd'hui, avec de la pierre, du caillou. C'était beau, hein. Mais il y a toujours quelque chose à voir. On voit ces coulées de lave gigantesques. On arrive à marcher à côté d'elles. Tu passes du tout noir des au heures vert, et des heures, au bleu du ciel. Et sur Hekla, où on s'est vraiment senti dans les paysages de la planète des singes, là, les premiers des années 70, où c'est tout noir, ces plages comme ça, désertiques. C'était dingue, Hekla. Sur Hekla, donc c'est un volcan qui était en éruption en 2011, et on s'est retrouvé avec le RZR, donc tout seul, mais pendant des heures. On s'est faufilé sur une piste principale qui fait le tour du volcan. Et puis à un moment, on s'est arrêté parce qu'il y avait une petite colline. On a dit, tiens, on va manger sur la colline. Et là, le dépaysement est total. Et je pense qu'en Islande, le dépaysement est total dès la sortie de l'aéroport. Vous sortez de l'aéroport, même quelqu'un qui aurait beaucoup voyagé aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison avec un autre pays. Il n'y a pas de comparaison. Donc, c'est-à-dire, vous sortez de l'aéroport, vous êtes dépaysé. Et après, à chaque fois qu'on va avancer sur une activité ou sur une découverte, c'est dingue. Et Reykjavik, on a adoré. C'est petit, c'est pas une grande capitale, c'est hyper coloré, les façades sont peintes, les maisons rouges, bleues, noires, les trottoirs sont peints. Vous rentrez au restaurant, c'est 20h, le soleil est comme chez nous à 4h de l'après-midi, et vous sortez du restaurant à minuit. Et le soleil, c'est comme si c'était 4h de l'après-midi. Et ça aussi, c'est perturbant. C'est-à-dire qu'on mange super bien en plus. On mange très bien, on
on rentre dans ce restaurant, on ressort, il fait toujours jour. Et puis nous, on a eu la chance d'avoir des températures très D'ailleurs, douces, c'est pour ça aussi on a fait des sorties baleines. Alors on a vu des dauphins, c'était vraiment chouette. On a l'entreprise par contre là, qui fait les excursions, ils sont vraiment sympas. On a bien discuté avec eux, vous allez les découvrir, vous allez pouvoir faire des sorties baleines avec eux. La majorité du temps, vous allez voir du macareux, des dauphins, parce que ça c'est vraiment les choses qu'ils ont en permanence devant Reykjavik. Et une fois sur deux, les baleines sont présentes. Donc enfin, nous on n'a pas eu la chance de les voir, mais rien que les dauphins, l'amusement des dauphins, c'était pareil, c'était incroyable. Un endroit incontournable. Alors il l'identifie un peu comme notre tour Eiffel, hein, c'est le Blue Lagoon. Ce sont des bains. On est obligé de le faire, quoi. Alors c'est quoi le Blue Lagoon? Le Blue Lagoon, c'est des piscines géantes, naturellement chauffées avec de l'eau des résurgences des volcans, en fait. Alors voilà, on est au Blue Lagoon. L'eau est à 38 degrés. Elle est composée de 70% d'eau de mer et 30% d'eau douce. Elle contient de la silice, des algues et des sels minéraux. Alors vous allez voir, il y a pas mal de gens qui se font des masques, parce qu'il y a un bar à masques. On peut se faire apposer de la silice blanche sur le visage, qui est un exfoliant et qui adoucit les pores. Voilà. Et on a un bar aussi, donc vous avez Didier derrière qui apprécie un granity raspberry. Donc on se baigne dans une eau qui est avec de la silice, donc c'est du lait chaud à 40 degrés voilà, en fait. Donc ils vous font des masques, ils vous font incroyable. Voilà, des masques avec de l'argile, de la silice, avec plein de petits recoins. C'est transparent. C'est incroyable parce qu'il fait moins 10 dehors, et là on est dans l'eau hyper chaude, laiteuse, avec son petit masque, son petit cocktail. Ouais, c'est un moment de détente sympa, mais ça correspond bien à la façon de vivre des Islandais. D'ailleurs, il y a plein de choses comme ça, ils aiment bien. Beaucoup, en fait. Hein, c'est vraiment, ça fait partie de leur... Cocktail et petit bain bouillonnant tranquille fin de journée. On vous remercie de votre attention. Pour ce petit moment partagé avec nous et on espère vous avoir donné envie de partir découvrir ce beau pays. Il faut la faire comme ça, l'Islande. Vraiment, moi je ne suis pas pilote, d'habitude je suis passagère, je me laisse emmener. J'ai vraiment eu envie de prendre le volant du RZR, d'être une aventurière sur ces grandes pistes. C'était trop bien, c'était trop bien. Donc c'est comme ça qu'il faut découvrir l'Islande avec nos petits buggy et dans ces 4x4 aménagés, que ce soit elle ou Frédéric, c'est des guides qui sont exceptionnels, passionnés. C'est comme ça qu'on découvre le pays, qu'on apprend le pays. Les journées elles sont pleines d'infos, c'est top. Hein. Puis comme la nuit n'arrive pas, les journées sont pleines. C'était bien. Hein. Ouais, c'était très bien. Ouais. Bon, il n'y a plus qu'à partir. Il n'y a plus qu'à partir. À refaire? À refaire, ouais. Bientôt? Bah toi oui. Ouais, ça va être chouette.